Bienvenue sur la chaîne Imo TV. Comment mettre toutes les chances de son côté pour bien vendre son appartement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Laurent Vimont, président de Century 21 France. Laurent Vimont, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, est-ce qu'il y a des paramètres à observer avant de vendre son bien? Oui, la plupart des vendeurs qui cherchent à vendre ont une dimension irrationnelle intégrée dans le prix de mise en vente. Or, la vente d'un logement, c'est une affaire affective et financière, et peut-être que le premier paramètre qu'il faut poser, c'est de se demander réellement combien vaut ce logement en le faisant estimer, sans se contenter d'une estimation Internet, mais en demandant à des professionnels de venir voir sur place à combien ce logement peut-il se vendre. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. Oui. Le prix, premier paramètre. Oui. Et puis deuxièmement, c'est quoi mon projet? C'est-à-dire qu'on ne décrète pas en se levant le matin de vendre son logement. Quand on vend son logement, c'est pour se loger autrement, différemment ou ailleurs, ou parce qu'on est muté, parce qu'on a divorcé, parce qu'on a une naissance. Donc toute l'idée, c'est de savoir, une fois que j'ai vendu, comment je vais être relogé, où je vais habiter, et est-ce que le budget que je vais tirer du logement que je vends me permettra de racheter ce que j'ai envie d'acheter. Donc il y a une notion peut-être d'anticipation des événements qui vont m'arriver? Alors on ne peut pas tout anticiper. Une mutation, par exemple, on le connaît quelques mois avant. Dans tous les cas, il faut que ces mois soient mis à profit pour organiser correctement la vente et ensuite le rachat du futur logement. Et est-ce que la période est aussi un paramètre qu'il faut observer? Est-ce qu'il y a une bonne période pour vendre son bien? Non, il n'y a pas de bonne période. Vous avez à peu près 60% du marché qui est le résultat de raisons qui ne sont pas maîtrisables par le client vendeur. Je pense aux mutations, aux divorces et aux naissances, et globalement, c'est l'événement qui produit la mise en vente. Après, sur ceux qui Il vaut mieux éviter quand même de vendre sur un marché baissier? Ça, on ne décide pas tellement, puisque vous perdez à la baisse à la vente, vous le regagnez à l'achat. Donc, il n'y a pas de mauvais moment pour vendre ou pour acheter, puisque quand on fait la double opération, ce qu'on perd ou gagne d'un côté, on le repère ou gagne de l'autre. Donc, il n'y a pas une bonne période pour vendre ou pour acheter un logement en France. Ça, c'est à la condition de racheter en effet un autre bien. Oui. Alors, si on possède un appartement qu'on loue à des locataires, est-ce qu'il faut, et qu'on décide de vendre, est-ce qu'il faut attendre la fin du bail? Alors, c'est sûrement plus facile parce qu'en vendant un logement loué, vous ne vous adressez qu'à une catégorie de clients investisseurs. Et ces clients prennent aujourd'hui 15% du marché. Donc si vous décidez de vendre loué, vous vous privez de 85% des clients qui pourraient acheter pour habiter. Néanmoins, c'est une opération qui est possible et vous vendez à un investisseur une rentabilité qui est le pourcentage de rentabilité entre le loyer et le prix de mise en vente, mais vous restreignez de façon importante le nombre d'acheteurs potentiels. Donc votre conseil, vous, c'est plutôt d'attendre la fin du bail? Quand on peut, oui, c'est préférable. Est-ce que vous parliez justement de vendre pour racheter un autre bien? Quel est le timing, le meilleur timing à respecter? Est-ce qu'il faut mieux racheter son bien avant de vendre l'autre, ou est-ce qu'il vaut mieux vendre son appartement avant de racheter un autre appartement? C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution ou il n'y a pas de réponse fiable à 100%. Il y a des avantages et inconvénients à chaque solution. Si vous décidez de vendre avant d'acheter, vous disposez d'un temps de vente extrêmement long sans être contraint de brader votre prix parce que vous n'avez pas encore pris position sur un nouvel appartement. Donc l'espace-temps sur la vente est maîtrisé. En revanche, une fois que c'est vendu, l'espace-temps pour racheter est limité à quelques semaines, puisqu'entre la promesse de vente et le passage à notaire, il y a environ 3 mois, et que dans ce laps de temps, vous devez trouver un logement qui vous corresponde avec un délai de réitération qui fait d'au moins 3 mois. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais si je n'ai pas trouvé? Il y a une solution, c'est passer en location. Passer en location, ça veut dire payer un autre déménagement. Enfin, c'est une solution financièrement coûteuse. Et puis, ou avoir des amis très sympathiques. Ou des amis ou des parents très sympathiques. L'autre option consistant à racheter avant de vendre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que votre espace-temps sur l'achat est extrêmement long, vous prenez le temps de faire vos courses et puis de choisir un logement qui vous convienne réellement. Une fois que vous l'avez acheté, vous avez un délai de vente qui est de 3 mois, qui est un peu contraint. En revanche, il y a une solution qui existe, c'est le crédit relais ou le crédit revente. Avec des taux bas en ce moment, ce n'est pas une mauvaise solution. Dès l'instant où vous ne cherchez pas à surestimer le logement pour en obtenir le maximum, c'est-à-dire qu'il faut, quand on fait ce genre d'opération, avoir une estimation extrêmement fiable qui vous dise que dans les 3 mois qui vont suivre, l'appartement sera vendu et que vous ne mettez pas un prix mise en vente dissuasif avec un logement sur les bras et des intérêts du crédit relais qui viendraient esquinter votre budget. Alors, vous nous parliez du prix. Oui. Comment estime-t-on le juste prix de son appartement? Alors, c'est un exercice compliqué parce que tout bon vendeur qui met son logement en vente a tendance à lui donner une cote affective.
et prend en référence souvent des prix de logement mis en vente et pas de logement vendu. Donc est souvent au-dessus du prix du marché. Et puis réintègre au-dessus sa décoration et un ensemble de paramètres irrationnels. Là où en face, l'acheteur, lui, est extrêmement organisé, froid et rationnel et connaît parfaitement les prix du marché. Donc pour bien estimer son logement, il faut d'abord faire appel à un professionnel qui vous communiquera un ensemble de références sur les prix des biens comparables aux vôtres qui ont été vendus récemment et sous quel délai, des biens concurrents des vôtres. Vous n'êtes pas le seul bien sur le marché, donc il faut intégrer cette notion de concurrence avec des prix à pas dépasser. Et puis, d'une troisième famille de logements dits invendus, de vendeurs qui ont été un peu têtus, qui n'ont pas voulu écouter ou qui ont choisi un prix qui est au-dessus du prix du marché, et le délai de mise en vente qui peut aller jusqu'à 6 mois. Donc toute l'idée, c'est de trouver une fourchette de prix d'environ 5 à 6% sur l'estimation du prix de votre logement. Demandez toujours à un professionnel qu'il apporte un ensemble de paramètres extrêmement précis sur le prix des logements vendus et le prix des logements concurrents aux vôtres à vendre. Alors, il existe aujourd'hui beaucoup de sites en ligne qui permettent d'auto-évaluer, d'évaluer sans passer par une agence le prix d'un bien, de voir l'état du marché par arrondissement. Selon vous, quelles sont les plus-values d'une agence? Qu'est-ce que peut apporter en plus une agence professionnelle? Alors l'estimation en ligne, c'est un peu l'estimation au doigt mouillé. C'est-à-dire que dans le marché de l'ancien en particulier, tous les logements sont différents et il suffit d'une exposition, d'une vue, d'une disposition d'un logement pour que dans un même immeuble, les prix soient différents. Donc moi, je considère qu'il est important d'avoir une visite physique d'un professionnel qui vous apportera un ensemble d'informations extrêmement précises sur le marché, que l'estimation au mètre carré, ça ne veut rien dire par exemple. L'estimation, c'est une surface, c'est un ensemble, c'est pas un prix mètre carré qui donne le prix d'un appartement. Ça, c'est un élément extrêmement important et donc passer par une agence, c'est avoir accès juste à des gens qui ont une connaissance intime du secteur, une connaissance historique d'un secteur et qui donneront sur 3 mois, 6 mois, 1 an, la vision précise du marché, de ce qui s'est vendu et de ce qui ne s'est pas vendu sur le marché. Alors, une fois qu'on a la vision précise du marché et estimé un prix cohérent par rapport à son appartement, à son bien, est-ce qu'il faut quand même surévaluer légèrement le prix pour mettre en place une marge de négociation? Alors c'est très tentant quand on oublie un paramètre essentiel, c'est que l'acheteur en face, lui, il a grâce entre autres à Internet une vision très précise du marché et que quand il se met à la recherche d'un logement, il définit un budget. Si pour être gourmand, vous mettez votre logement 10% au-dessus du marché, eh bien l'acheteur il n'ira pas dans votre logement parce qu'il est au-dessus de son budget. Donc le danger en voulant surestimer pour négocier, parce qu'on pense que tout est négociable, c'est d'être hors marché. Quelqu'un qui est en recherche d'un logement depuis 3 mois a une connaissance précise du marché et ne négociera pas tout. Dès l'instant où le logement qu'il a visité correspond à son budget, il n'y a pas une négociation systématique et il y a des logements aujourd'hui qui se vendent au prix où ils ont été rentrés en mandat. Donc c'est une légende urbaine que d'imaginer que tout est négociable. Un logement qui est rentré dans le prix du marché, il se vend au prix où il a été rentré. Est-ce qu'on peut se fixer quand même une marge de négociation autour de 5%, 3%? Non, parce que, encore une fois, ça dépend de l'urgence. Si vous avez 3 mois ou 6 mois pour vendre, vous pouvez imaginer de mettre 5% au-dessus du prix du marché, de tenter votre chance, de lancer une ligne, diraient les pêcheurs. Si en revanche, vous êtes extrêmement pressé, il vaut mieux rentrer dans le marché directement, parce que quand vous surestimez un logement pour négocier, et que l'acheteur potentiel en face voit ce logement invendu au bout de 3 mois ou 4 mois, quand vous baissez le prix, qu'est-ce qu'il pense, cet acheteur ? Vous êtes pressé. Et quand vous êtes pressé, il pense qu'on peut négocier, donc il fera une offre plus basse que le prix initial. Donc il ne faut pas jouer avec les marges de négociation, il faut avoir une bonne connaissance des prix du marché. Alors, le prix, c'est une chose, mais un acquéreur va regarder aussi l'état du bien. Oui. Comment bien mettre en valeur son bien et son appartement en particulier? Il faut revenir à des choses qui sont pleines de bon sens. On a tous l'habitude, quand on habite quelque part, de négliger ou de ne plus vouloir regarder un ensemble de petits désagréments, défauts dans l'appartement. Je prends un exemple tout simple de peinture qui s'écaille, d'une ampoule grillée ou d'une douille qui pendouille dans une entrée parce que l'abat-jour a grillé qu'on ne l'a pas changé. Donc la première chose à faire, c'est de prêter un œil extrêmement attentif à tous ces petits détails qui vont inquiéter l'acquéreur et qui vont lui faire chiffrer des budgets travaux.
Est-ce Donc que c'est ce qu'on appelle du le bon sens. homestaging? Alors non, c'est un raccourci un peu rapide, le homestaging va un peu plus loin, mais je vais continuer en disant par exemple qu'il faut optimiser les surfaces, ranger son appartement, le rendre attrayant en valorisant les volumes, et que parfois, parce que encore une fois on s'est habitué à vivre dans ces conditions-là, on a tendance à oublier qu'une pièce bien rangée donne une vision agréable à l'acquéreur. Et puis dans les sujets, il faut neutraliser tout ce qui est trop visible, une décoration de chambre trop petite princesse par exemple, quand on a 2 garçons, c'est quelque chose qu'on va chiffrer en travaux. Donc neutraliser, c'est utiliser des teints neutres comme le beige, comme le gris, des couleurs qui ne vont pas affoler les gens ou leur faire transformer la visite en un ensemble de budget de remise à niveau du logement. Et est-ce que l'ensemble de ces petits travaux permet d'augmenter le prix de vente? Alors l'augmenter, non, ça permet de vendre, c'est-à-dire que, encore une fois, vous êtes sur un marché de comparaison, d'offres et de demandes, et donc l'acquéreur, lui, il voit en moyenne une quinzaine de biens avant d'acheter. Si votre logement est trop marqué, entre autres au niveau des couleurs, il va se dire à prix équivalent que l'autre est mieux que celui que vous vendez. Donc c'est pas une histoire de vendre plus cher, c'est une histoire de vendre tout court. Et quelle somme faut-il consacrer à ces petits travaux? Alors ça peut être quelques centaines d'euros. Si on parle de homestaging et qu'on rentre dans de la redistribution de pièces, la peinture, changement de salle de bain, on peut estimer qu'entre 2 et 3% est un budget tout à fait raisonnable. Et quid de gros travaux? Si votre appartement est dans un mauvais état, est-ce qu'il faut envisager de gros travaux pour pouvoir le vendre ou non? Alors, l'équation qu'on doit résoudre là, c'est de se demander si on récupérera l'intégralité de la somme dans le prix de mise en vente. En général, la réponse est non. Globalement, il vaut mieux dégrader son prix de mise en vente en fonction de l'état du logement, plutôt que réinvestir des dizaines de milliers d'euros qu'on ne récupérera quasiment jamais dans le prix global, l'acquéreur préférant toujours faire les travaux à son goût à lui et pas à votre goût à vous. En ce qui concerne les normes, si votre appartement n'est pas aux normes, est-ce que c'est une obligation légale de le mettre aux normes avant de... Alors vous avez un ensemble de diagnostics obligatoires, je crois que c'est 9 aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple du DPE, diagnostic de performance énergétique, donc qui est une note qui va de A à G, donnée par un diagnostiqueur sur la performance de votre logement en termes d'énergie. Si le logement est G, il n'est pas hors norme. Il est juste énergivore. Et si vous souhaitez... C'est une information supplémentaire donnée à l'acquéreur. C'est une transparence permettant à l'acquéreur de savoir où il met les pieds. Si vous décidez de le passer, par exemple, D, vous allez devoir investir une somme d'argent extrêmement importante pour le mettre dans de nouvelles normes. Je ne suis pas certain que l'acquéreur l'apprécie dans la valorisation du prix, et il est plutôt préférable de le laisser lui mettre ce logement en norme et de décoter le prix en le mettant en dessous des logements identiques aux vôtres, dont la norme est par exemple C ou D. Donc il y a une obligation de transparence à travers d'information et transparence, d'informance, mais pas de réalisation de travaux. Eh bien, j'aurais une dernière question avant de nous quitter, Laurent Vimont. En moyenne, en combien de temps se vend un appartement? On va dire à peu près 3 mois, je crois que c'est 95 jours France entière, 92 jours en Ile-de-France et à Paris 76 jours. Paris, dont je rappelle, c'est un marché hyper tendu avec peu d'appartements à vendre et beaucoup d'acquéreurs en face. Donc un marché qui est aujourd'hui le seul qui est sous les 80 jours de mise en vente. Le résultat du nombre de jours de mise en vente dépend principalement du prix de mise en vente. C'est-à-dire que plus vous mettez en vente cher, plus on attend longtemps pour avoir le même prix que celui qui a été proposé au démarrage. Donc on perd du temps pour avoir un prix équivalent dans un marché stable. Si le marché est baissier et que vous mettez en vente trop cher, 3 mois, 4 mois après, le prix de vente final est inférieur au prix d'estimation. Donc il ne faut pas jouer avec les prix d'estimation, et la durée de vente du logement dépend principalement du prix qu'on a fixé au démarrage. Et pour vous, une bonne vente doit se réaliser en combien de temps? 3 mois, c'est un chiffre à peu près correct pour vendre son logement. Ça permet à chacun de se retourner, de tester le marché et d'aboutir à une vente de bonne qualité pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Laurent Vimont. Merci de votre accueil.